Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous accueillons aujourd'hui Jean-Marc Otero-Delval, qui est Executive Vice President d'une joint venture en Corée entre Hanwha et Total, et qui est également président du comité CCEF de Corée du Sud. Bonjour Jean-Marc. Annyeonghaseyo, bonjour. Est-ce que vous pouvez donc un petit peu nous raconter votre parcours professionnel? Quelles ont été les différentes étapes de votre carrière? Je suis ingénieur de formation et puis plus tard j'ai complété avec une formation de maîtrise de gestion à Dauphine pour les domaines économiques, juridiques et commerciaux. Et j'ai travaillé pour 3 sociétés différentes, Schlumberger au début de ma carrière, puis Shell, puis Total. Votre carrière s'est faite énormément à l'étranger, vous m'avez dit. À peu près la moitié du temps en effet. J'ai travaillé en Algérie, à Abu Dhabi, en Afrique du Sud et jusqu'à récemment en Corée du Sud, à Séoul dans la joint venture. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cette joint venture et de vos fonctions en Corée du Sud? Alors c'est une joint venture 50-50 entre le groupe Hanwha, qui est un chaebol coréen, c'est la 8e société coréenne, et la société Total. C'est une joint venture qui a été créée en 2003. Mais il ne faut pas être naïf. Bien que ce soit 50-50, il y a 4 expatriés Total pour 1700 Coréens et le PDG est coréen. Donc l'équilibre des forces se fait naturellement en faveur des Coréens. C'est une joint venture qui fait de la pétrochimie, donc on a un duo de management entre le CEO et l'executive vice president que j'étais. Globalement, les alignements en termes stratégiques sont très forts, même si parfois il peut y avoir des divergences, comme sur des aspects financiers, où Total essaie de faire remonter plus de dividendes que les Coréens, ou par exemple les collaborations avec les sociétés mères qui peuvent être vues de manière différente. Donc en fait, il s'agit en permanence de joindre l'objectif ultime de la profitabilité de la joint venture avec les objectifs des 2 actionnaires. Je vous remercie énormément pour cette introduction et nous allons voir avec vous donc l'ensemble de votre expertise coréenne. Merci. Alors la Corée du Sud est un pays qui a connu un essor économique extraordinaire ces dernières années. Quel en est, d'après vous, le secret? Alors en effet, la Corée du Sud est un des pays les plus pauvres du monde en 1953 à la fin de la guerre de Corée. Et aujourd'hui, ça fait partie des pays les plus riches du monde, autour du 10e pays. Un des secrets, ce sont les conglomérats, les chaebol, très copiés sur le modèle japonais. Ce sont des groupes multi-activités avec beaucoup d'aspects positifs, notamment la rapidité d'exécution, la rapidité de décision et les synergies au sein de leur propre groupe. Inversement, il y a des aspects négatifs. La gouvernance, souvent détenue par une seule famille, et un emboîtement de détention minoritaire qui fait que le fonctionnement des filiales n'est pas optimum. Et puis, la majorité des patrons de chaebol ont fait de la prison ferme. Donc, ce qui montre la déviance qu'il peut y avoir dans ces chaebols. Ah, alors quel est donc le climat des affaires et du business en Corée? Comment peut-on le qualifier? Alors, la Corée, c'est un pays qui économiquement est très nationaliste. D'abord, c'est un pays neuf, puisqu'il était auparavant occupé par le Japon. C'est un pays qui est situé entre 2 géants, la Chine et le Japon, qui bénéficie à la fois de l'expertise technique du Japon et du gros marché chinois. C'est un pays où la quantité de travail est très très importante. C'est un pays où la loyauté vis-à-vis de l'employeur est très importante. C'est un pays qui est très efficace en termes d'exécution au quotidien. Si vous demandez quelque chose, c'est exécuté de manière très rapide et souvent de parfaite qualité. Il y a un mot qu'on apprend très rapidement lorsqu'on arrive en Corée pour la première fois, c'est le mot pali-pali, qui veut dire vite, vite. Très bien, je vous remercie beaucoup Jean-Marc pour ce témoignage. Alors les marques coréennes ont envahi les foyers français ces dernières années. Nous connaissons tous LG, Samsung, Kia et toutes leurs innovations au service des clients. Qu'est-ce qui, d'après vous, permet l'émergence de ces innovations dans l'écosystème coréen? Vous avez tout à fait raison.
Ces grandes marques représentent une part très importante du PIB de la Corée. Samsung, c'est plus de 15% du PIB de la Corée à lui tout seul. Samsung, LG, Hyundai, Kia, on arrive rapidement à 50% du PIB de la Corée. Donc ces chaebols sont essentiels. En fait, c'est tout un écosystème qui est créé au niveau de la Corée, avec un grand nationalisme, mais ce qui veut dire aussi solidarité. On va y arriver ensemble, on va gagner ensemble en Corée. Alors, beaucoup d'innovations, par exemple les plus grands complexes pétrochimiques du monde, avec une industrie plastique très perfectionnée. Beaucoup de photovoltaïque, la 4e société photovoltaïque du monde, c'est Hanwha, justement, notre partenaire. Des écrans OLED, par exemple, aussi, qui arrivent maintenant dans tous nos foyers. Beaucoup d'électronique. Quasiment toutes les mémoires du monde, aujourd'hui, sortent des laboratoires Samsung. Et alors, pour un futur proche, que nous préparent les sociétés coréennes? Alors, maintenant, on passe à la batterie. Samsung et LG sont parmi les 2 plus gros fabricants de batteries du monde, batteries lithium-ion, bien sûr. On parle aussi d'hydrogène global pour l'ensemble du pays, mais aussi hydrogène pour les voitures, et notamment Hyundai Kia, qui produit à la fois des véhicules hydrogène en concurrence de Toyota, et à la fois des véhicules électriques. Et tout ça se fait avec une grande proximité avec le gouvernement. C'est le gouvernement qui établit une feuille de route et qui arrive à embarquer sans hésitation toujours cette culture du pali-pali, vite, gouvernement et entreprise chaebol. Merci beaucoup Jean-Marc. Je vous en prie. Alors imaginons que je veuille travailler dans une société coréenne. À quel type de management dois-je m'attendre? Quel est de l'intérieur le fonctionnement d'une société coréenne? Alors une société coréenne, c'est d'abord une société qui est très hiérarchique, confucianiste. Le PDG décide et l'ensemble des équipes écoutent puis exécutent très rapidement. Il peut m'arriver d'avoir des réunions avec 25 personnes et pas une seule personne ne prendra la parole, excepté le PDG. C'est une société aussi où la limite entre le professionnel et le personnel est très floue. On se doit d'aller aux réunions le soir, au restaurant, boire de l'alcool ou participer à des séances de golf. Donc un mélange entre l'activité personnelle et l'activité professionnelle. Enfin, c'est une société où il est absolument indispensable d'être bien préparé et d'être ponctuel, voire même en avance. Il m'est arrivé plusieurs fois où des réunions ont commencé avant que je n'arrive. Alors vous aviez mentionné, pendant que nous préparions cet entretien, cette notion d'erreur à la fois cachée, assumée. Qu'est-ce que ça signifie exactement dans une société coréenne? Alors les sociétés coréennes, les Coréens, sont persuadés que la vitesse d'exécution est le garant de leur efficacité. C'est comme ça qu'ils vont gagner. Alors évidemment, on commet parfois des erreurs, ce faisant. Et lorsqu'on commet des erreurs, eh bien, on les assume, sans pointer le doigt sur quelqu'un. Il m'est arrivé, par exemple, parfois de découvrir qu'on avait perdu plusieurs millions de dollars dans une histoire. Eh bien, la structure l'assume. On s'est trompé et ce qui est important, c'est de pivoter rapidement et de se réorienter pour bien exécuter la bonne solution. Alors, quelles sont donc, au global, les qualités attendues d'un bon manager, d'un bon cadre dans une société coréenne? Alors, un bon cadre doit être parfaitement préparé, parfaitement éduqué sur les sujets qu'il doit traiter, faire preuve d'une grande loyauté et d'avoir une exécution impeccable de ce qu'il doit faire. On lui demande aussi ce qu'on appelle le nunchi, c'est-à-dire de l'intuition vis-à-vis du management. Essayer de comprendre au second degré ce que le management désire. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Jean-Marc. Je vous en prie. Alors la Corée du Sud est très à la mode actuellement auprès des jeunes générations. Nous avons un engouement auprès de nos élèves. Quels sont les ressorts de cette soft power qui a été développée par la Corée? Alors la Corée du Sud est un pays qui est très frustré. On appelle ça le Han, la souffrance coréenne.
Pourquoi? Parce que quand on pense Corée, on pense immédiatement Corée du Nord. Alors finalement, c'est le petit voisin stratégiquement embêtant qui prend le dessus sur l'énorme puissance de la Corée du Sud. Donc beaucoup de frustration. Les Coréens du Sud veulent être aimés, et lorsque l'on va en Corée, il faut aimer la Corée. Et tout cet amour passe par le soft power. Alors qu'est-ce que c'est le soft power? C'est la K-pop, la musique et les groupes bien connus. Ce sont les séries, les drames coréens. C'est la nourriture coréenne, vous verrez, ça a une importance cruciale en Corée. Donc cet amour que l'on doit partager avec les Coréens. Donc ça, c'est pour tout ce qui est, je dirais, le rayonnement de la Corée à l'international. Mais que peut-on dire des enjeux de l'intérieur et de la société coréenne aujourd'hui? Alors, un des plus gros enjeux, c'est la démographie. Aujourd'hui, 0,9 enfants par femme seulement. Donc on a une population qui travaille, qui est en diminution depuis plusieurs années, et une population active qui doit probablement diminuer depuis cette année en 2020. Il y a très peu d'immigration, en effet, puisque c'est un pays très homogène, avec une langue et une écriture qui est propre à la Corée. D'ailleurs, si vous venez travailler en Corée, c'est un passage obligé, le coréen, et un petit peu d'émigration. Donc, au bout du compte, une démographie défavorable. Ensuite, un autre enjeu, c'est le problème du rôle des femmes là-dedans. Les femmes sortent très rapidement du monde du travail, après quelques années, mariage, enfants, et elles sont cantonnées à des rôles de maîtresse de maison. Elles ne participent plus à la vie de la société, et les vies de couple se désunissent. Donc le rôle des femmes en Corée est un réel problème social et sociétal. Et si on se place d'un point de vue géopolitique et qu'on parle de la Corée dans l'ensemble du monde et plus spécifiquement en Asie, que peut-on dire de sa position, de ses alliances? Alors la Corée est à l'intersection de plusieurs puissances qui ont des intérêts contradictoires. D'abord, il y a le grand frère américain, les États-Unis, qui sont leurs protecteurs depuis 1953. Ensuite, il y a le Japon, avec qui ils n'ont jamais vraiment fait la paix. Il n'y a pas eu de paix vraiment en 1953 avec les Japonais, qui les ont occupés quand même pendant 45 ans. Donc il y a un conflit latent et permanent qui pollue leurs relations, même si au bout du compte, honnêtement, ils ont une convergence d'intérêts stratégiques très forts. Et puis il y a la Chine, qui est à la fois l'opposant des États-Unis, mais le marché gigantesque pour la Corée, qui est un énorme exportateur de produits. Et puis la Corée joue un rôle parfois un petit peu différent. Évidemment, c'est un membre de l'OCDE, compte tenu de sa puissance naturelle. Pour autant, ils n'ont pas signé tous les accords du Bureau international du travail. Et jusqu'à un passé récent, ils étaient considérés comme un pays en voie de développement par les États-Unis. Donc vous voyez un décalage. De la même façon, sur le changement climatique, signataire des accords de Paris et gros émetteur de CO2 par habitant. Voilà un petit peu toute l'intersection auquel se situe la Corée de manière géostratégique. Merci infiniment Jean-Marc de nous avoir éclairé sur la position de la Corée. Avec plaisir, Kamsamnida. Alors Jean-Marc, pour conclure nos entretiens, j'aimerais que vous partagiez avec nous peut-être alors je ne dirais pas votre pire souvenir, mais peut-être un petit moment de solitude que vous avez pu éprouver lors de votre séjour en Corée. Alors je fais ça parce qu'ils font toujours ça. Le pire souvenir, ça tourne évidemment autour de la nourriture. Et la première fois où vous allez prendre un petit déjeuner au sein de l'entreprise, parce qu'en Corée, on prend le petit déjeuner au sein de l'entreprise et qu'on vous sert de la soupe d'algues, parce que c'est le plat traditionnel en cas d'anniversaire, eh bien, je dois avouer qu'on est déstabilisé dans son propre référentiel occidental. Et alors, quel pourrait être un de vos meilleurs souvenirs lors de votre vie en Corée? Alors, je me souviens d'un jour, c'était un samedi matin, où d'abord je passais un test de coréen. Et j'ai 50 ans et j'étais entouré de petits jeunes qui passaient leur propre test de coréen. Donc déjà en soi c'était amusant, mais ça montre l'importance d'apprendre le coréen. Et l'après-midi je suis allé skier. Et ce qui est intéressant en Corée, c'est que c'est un petit pays,
mais qui est très variée. Et on peut aller de Séoul, 25 millions d'habitants, 1h30 de route et skier sur des montagnes. Il y a eu les Jeux Olympiques récemment en Corée. Et alors, vous avez eu votre examen de coréen? Oui, Bravo, félicitations. 축하합니다. Merci infiniment, Jean-Marc. Avec plaisir.